On va essayer donc en une petite heure, et si j'arrive à passer les slides, voilà, de répondre donc à la question suivante: comment faire de l'inclusion numérique un levier de performance et d'engagement sociétal pour mon organisation face aux enjeux de demain? Voilà, donc c'est une assez longue question, mais on va avoir une heure pour la traiter dans son ensemble. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, déjà vous présenter donc nos intervenants. Bon, je galère un petit peu, mais ça finit par passer. J'ai oublié d'abord effectivement de me présenter. Donc, je suis Sandrine André, je suis directrice de projet numérique pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, et je travaille donc sur les sujets liés à l'inclusion numérique. Et on a donc nos trois témoins qui vont donc nous présenter ce qu'ils font au sein de leurs organisations. Donc, à côté de moi, donc Souad Boutegrabé, donc directrice générale de Décodeuse. Donc, vous nous expliquerez voilà ce que vous faites tout à l'heure. À l'autre bout, donc Sandrine Quintiliani, qui est donc directrice de projet digital pour la SNCF. Et au milieu, donc Thomas Lecourt, qui est le responsable régional d'Emmaüs Connect, et également qui interviendra aussi au titre du hub pour un numérique inclusif Grand Est, Hub Est. Voilà, donc un peu une double casquette sur les épaules de Thomas. Voilà. Alors, vous pouvez donc interagir avec nous si vous le souhaitez en utilisant donc soit le klaxoon dont vous avez donc le code qui est inscrit ici ou donc le QR code qui vous permet donc d'accéder à ce klaxoon, mais également donc sur la plateforme en ligne. Pour ceux qui le souhaiteraient, et comme on parle d'inclusion numérique, il faut aussi qu'on ait des solutions low-tech. Donc vous avez des post-it qui sont ici sur la table. Donc si vous souhaitez nous poser des questions voilà, dans le monde physique, vous n'hésitez pas à vous saisir de ces post-it. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à préciser si une question concerne l'un de nos intervenants ou l'une de nos intervenantes, à préciser voilà, à qui s'adresse la question. Ce sera plus facile pour les traiter par la suite. Voilà. Donc, on va parler donc d'inclusion numérique. Alors, le lien entre inclusion numérique et entreprise, il n'est pas toujours évident à saisir, puisque l'image, on va dire, d'Épinal, c'est de dire ah bah oui, en fait, l'inclusion numérique, c'est le problème un peu de papy-mamie qui ont un peu du mal, qui sont un peu déconnectés. Et pourtant, quand on dit en fait que 13 millions de Français sont en difficulté par rapport au numérique, on imagine bien que du coup, parmi ces 13 millions de Français, il n'y a pas que des seniors et on va trouver des profils assez variés. Et en tout cas, sans doute parmi ces gens-là, y aura-t-il donc nos collègues, vos salariés, vos clients qui vont être concernés. D'ailleurs, la période de confinement nous a fait parfois douloureusement prendre conscience d'un certain éloignement du numérique ou de difficultés qu'on pouvait tous avoir avec ces outils. Je cite à titre d'exemple, dans le monde professionnel, il y a eu une enquête qui a été réalisée par Numéum, donc anciennement Syntec Numérique, qui traitait en fait donc du niveau de compétence des agents des collectivités territoriales, mais je pense que dans le privé on aurait à peu près les mêmes résultats, où en fait il fallait à la fois donc s'auto-évaluer, mais également donc passer un petit test PIX. Eh ben, figurez-vous qu'en général, on considère qu'on est meilleur qu'on l'est en réalité, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a tous, évidemment, des choses à apprendre dans ce domaine. Voilà. Et donc, on va voir effectivement que dans l'inclusion numérique, il y a tout un écosystème qui est constitué par des opérateurs de services publics, par des institutionnels, par un tissu associatif extrêmement dense, mais aussi par les entreprises, et que les entreprises, elles ont vraiment un rôle à y jouer. Et on va voir effectivement donc comment effectivement elles peuvent jouer ce rôle au travers des témoignages qui vont nous être donnés tout de suite. Voilà, les témoignages d'inspiration. Peut-être pour démarrer, je vais passer la parole à Thomas. Voilà, la minorité masculine, comme disait la personne de la plénière, le journaliste qui animait. Pour effectivement peut-être donc nous préciser, déjà peut-être nous préciser ce que c'est le hub Grand Est, enfin hub Est, hein, parce que je pense que c'est une structure qui est récente et qui n'est pas encore forcément connue de tout le monde. Et puis aussi peut-être nous refaire un peu un
enfin, un panorama de l'inclusion numérique, c'est quoi, ça concerne qui, enfin, quelques chiffres clés peut-être sur le sujet. Est-ce que ça marche? Super. L'inclusion numérique, qu'est-ce que c'est? Tu l'as dit, Sandrine, c'est 13 millions de personnes en France. 13 millions, c'est énorme, c'est massif, c'est pas un phénomène à la marge. Et ça concerne vraiment plein de types de publics différents, mais aussi plein de types d'exclusion, de situations d'exclusion numérique. On peut toutes et tous être à un moment en situation d'exclusion numérique. En Grand Est, on n'a pas encore ces chiffres aussi précis, mais c'est environ 800 000 personnes, entre 800 000 et 1 million de personnes qui se retrouvent donc en galère avec le numérique, et le numérique qui, évidemment, aujourd'hui, est un fait total de société qui est présent dans notre vie au quotidien. Alors, avant de vous parler de Hubest, juste quelques chiffres clés ou notions clés sur l'inclusion numérique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a différents profils, mais un des moyens d'approcher ça, c'est de voir quels sont les freins. Qu'est-ce qui explique qu'on se retrouve en situation d'exclusion numérique? Comment ça se traduit concrètement? Le premier frein qu'on oublie parfois, c'est avoir accès au numérique, accès matériellement au numérique. Il faut pouvoir avoir un ordinateur, un smartphone aujourd'hui, une tablette, et ça coûte encore beaucoup. C'est du matériel qui est rapidement obsolète ou fragile, qui se casse. Juste pour avoir des ordres de grandeur, un smartphone d'entrée de gamme, ça représente quand même un quart de RSA. C'est pas accessible à tout le monde pour des personnes qui en plus cumulent la précarité sociale avec la précarité numérique. Donc avoir accès, c'est un des premières raisons. On peut avoir accès et pas avoir de connexion. Aujourd'hui, le numérique, c'est évidemment, ça passe par une connexion Internet. Et là, je prends ma casquette Emails Connect. Nous, on reçoit au quotidien, notamment des jeunes qui sont super bien équipés, qui ont parfois même les smartphones dernier cri, parce que pour différentes raisons, mais c'est aussi un objet d'identité, puis ostentatoire, etc., mais qui n'ont pas de forfait, qui n'ont pas forcément de carte SIM, qui n'ont pas de compte bancaire, donc qui ne peuvent pas avoir de forfait comme j'imagine beaucoup d'entre nous ont. Et donc, on doit aller au tabac ou recharger dans des petites épiceries qui vendent du Leica mobile, ça coûte très cher, etc. Donc pareil, il y a un enjeu de connexion. Équipement, connexion. Le troisième frein, c'est les compétences. Il faut pouvoir savoir utiliser ces outils-là. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais aujourd'hui, le numérique a des pratiques, des usages très, très, très vastes. Et on peut être à l'aise sur des usages qu'on appelle ludiques, récréatifs, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et puis, beaucoup moins pour faire une démarche en ligne, chercher un job, chercher un appartement, participer à la vie citoyenne, etc. Ce sont des choses et des démarches, des codes qui peuvent être un petit peu différents. On peut être très à l'aise dans sa langue et moins dans la langue française ou dans les démarches en ligne à la française. Donc voilà, il faut pouvoir accompagner les personnes sur ces compétences numériques de base pour pouvoir un peu, on parle aussi d'électronisme, vous avez peut-être entendu ce terme, c'est un peu l'illettrisme du numérique. Et ben aujourd'hui, au même titre que savoir lire, écrire, compter, qui sont les compétences de base pour naviguer dans la société, il faut savoir utiliser le numérique, et donc il faut pouvoir lever ce frein. Et je vais parler peut-être de deux derniers freins, je les mets en dernier, mais il y en a un qui arrive en premier, c'est les freins psychologiques, cognitifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation d'exclusion numérique parce qu'elles ont peur du numérique, peur de faire des bêtises, peur que ce soit trop compliqué pour elles, peur des pirates, des scandales des GAFAM, etc., des données personnelles. Et donc il y a tout un travail psychologique, d'enjeux cognitifs, un petit peu de lever ces freins. Comment on peut redonner confiance aux personnes pour qu'elles prennent le train du numérique. Je pense que, alors chez nous, chez Emails Connect, on se positionne pas dans le débat de savoir si c'est bien ou non que le numérique envahisse notre société, que la société se dématérialise à toute vitesse. On part juste de ce constat-là, que voilà, on n'a pas la maîtrise de tout ça, et que on pense que le numérique peut être un levier d'insertion, un levier pour permettre de sortir de certaines précarités, et donc on se dit on va aider les personnes à prendre ce train. Et puis enfin, je termine là-dessus, quand on essaie de décrire l'inclusion numérique. Aujourd'hui, l'INSEE, le CREDOC, un laboratoire aussi qui s'appelle Marsoin en Bretagne, qui travaille beaucoup sur ces enjeux-là, parle aussi de capacité, qui est un concept que peut-être que certains connaissent ici, qui est en gros de dire
qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire personnelle ou dans mes contacts, dans ce qu'on appelle mes capitaux, mon capital social, culturel, éducatif, etc., économique, pourquoi pas, qui me permettra de m'adapter aux changements à venir sur le numérique. Et voilà, peut-être ce qui différencie le numérique de l'électronisme, du coup, de l'illettrisme, c'est que l'illettrisme, alors peut-être je me trompe, je connais pas assez bien ce domaine-là, mais savoir lire, écrire, compter, c'est des compétences qui bougent pas trop. En tout cas, voilà, dans un pays, en France, bon, il y a du jargon, de l'argot qui arrive, etc. Mais une fois qu'on l'a acquis, il faut l'entretenir. Le numérique, ça évolue tout le temps. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a pu prendre le train du numérique, est-ce qu'il pourra continuer à le prendre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, quand il y a des nouvelles technologies, des innovations? Et donc, c'est là où le concept de capacité, quelles sont ses capacités à pouvoir s'adapter à ce changement-là, qui est intéressant et qui permettent aujourd'hui de mieux mesurer aussi tout ça. Voilà, j'étais un petit peu long. Je termine pour vous parler du coup de eBest. eBest, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel acteur à l'échelle de la région Grand Est, donc vraiment un acteur local qui est cofondé, coporté par Emmaüs Connect en partie, c'est pour ça que j'en parle, mais aussi avec 3 autres associations, We Take Care, POP et la Ligue de l'enseignement. Et c'est suite à un dispositif d'État, de la Banque des Territoires notamment. L'idée, c'est de créer un acteur qui fluidifie l'information, qui fédère, qui anime l'écosystème des acteurs qui font de l'inclusion numérique. Aujourd'hui, il y a énormément de structures, des associations, des entreprises aussi qui sont partie prenante, des opérateurs type CPM, CAF, Pôle emploi, des collectivités bien entendu, qui sont saisis de ce sujet de l'inclusion numérique, qui est un sujet d'urgence sociale, mais qui reste encore assez récent. Et tout à l'heure, je crois, la DG de DS disait c'est chouette ce slogan, la cultivons les coopérations, parce que ça prend du temps, on sème une graine, et on en est un petit peu là-dessus sur l'inclusion numérique. Ça fait que 4-5 ans que c'est sur l'agenda politique, que l'ensemble des parties prenantes s'en sont saisies, et on apprend à travailler ensemble. Et donc eBest vient là pour travailler non pas avec les personnes qui ont besoin vraiment de monter en compétence sur le numérique ou d'avoir accès, etc., mais avec les acteurs de ces enjeux d'inclusion numérique. Et donc on est une espèce de centre de ressources, centre de rencontres. On a aussi un certain nombre d'expertise pour accompagner les différents acteurs qui souhaitent se lancer sur l'inclusion numérique et pourquoi pas les entreprises. Donc on est un peu dans une approche B2B et pas B2C si on veut rester justement un peu dans les terminologies du monde de l'entreprise. Exactement. Je peux faire ce parallèle. Ok. Bon, merci beaucoup en fait pour cet éclairage, Thomas, qui pose bien effectivement la situation. Je propose maintenant qu'on passe effectivement au témoignage de chacun d'entre vous. Et qu'on parle effectivement donc des différentes dimensions de l'inclusion numérique. On l'a dit, on peut s'adresser à différentes typologies de publics, y compris au sein de l'entreprise. Je vais peut-être commencer par Sandrine, donc l'autre Sandrine de la table, pour nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené, vous, à la SNCF, donc à vous intéresser à ce sujet et à vous lancer donc dans une démarche qui vise donc à permettre au sein de votre entreprise, à vos équipes, de monter en compétences. Voilà. Et est-ce que vous avez fait un premier diagnostic, peut-être, qui vous a permis donc de construire cette démarche? Alors, on est plutôt parti d'une évidence. L'évidence, c'est que les façons... Oui. Plus près, voilà. Ok. Donc on est plutôt parti d'une évidence. L'évidence, c'est que le digital, il a modifié fortement les façons de consommer, de s'instruire, d'apprendre. D'autre part, au sein de notre entreprise, les façons de travailler ont beaucoup changé pour plusieurs raisons. Déjà, on a de plus en plus d'équipes qui sont multilocalisées, c'est-à-dire qui ne travaillent pas au même endroit physiquement. On a l'arrivée du télétravail qui a pas mal bouleversé la donne. Alors, on avait commencé avant le Covid déjà à déployer le télétravail, mais évidemment, ça s'est fortement accru depuis 2020. Donc, pour vous donner un chiffre, en quelques semaines, au premier confinement, on est passé de 17 000 utilisateurs de Teams à 94 000. Donc, voilà, c'était quand même un gap assez important à accompagner. Et puis, d'autre part, aujourd'hui, tout le monde a plusieurs métiers dans sa carrière. On ne fait plus le même métier toute sa vie. Et accompagner nos agents dans la maîtrise des outils digitaux, ça leur donne plus de ressources et ça accroît leur employabilité future. Donc, c'était important pour nous. Et du coup, cet accompagnement à la prise en main des outils digitaux, elle est vertueux pour nos agents. Alors,
déjà parce que les outils, ils les comprennent, ils ne les subissent plus. Ça leur permet d'apprendre de nouvelles choses, donc ils sont toujours heureux d'apprendre de nouvelles compétences. Ils sont plus efficaces puisqu'ils peuvent consacrer moins de temps à des tâches chronophages, répétitives, qui peuvent être automatisées, digitalisées. Évidemment, nous, avoir des agents, des salariés plus heureux et puis plus efficaces, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on veut aussi. Ok, peut-être aussi rebondir sur cette question de la montée en compétences des collaborateurs. Est-ce que du côté donc, d'Emmaüs Connect ou des décodeuses, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot sur cette montée en compétences? Enfin, notamment peut-être, je pense à la plateforme Les Bons Clics, qui est un outil ressource. Oui, je voulais peut-être le citer. Alors, il y a une association dont j'ai déjà évoqué le nom, donc We Take Care, qui est une association sœur d'Emmaüs Connect, qui a créé une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics. Vous pouvez aller jeter un œil là même en m'écoutant ou plus tard. C'est un site internet gratuit évidemment qui rassemble énormément de contenu pédagogique pour apprendre à utiliser le numérique, la base, et à s'entraîner en faisant. Et donc sur cette plateforme, on peut apprendre comment est constitué un ordinateur et comment on attrape une souris, comment on fait un clic, un double clic, un clic droit, etc. Quand on parle des compétences numériques de base, on part de ça. Hein. Et ça va, comment on va naviguer sur Internet, comment on gère une boîte mail, comment aujourd'hui on fait des démarches sur Pôle emploi, comment on fait des démarches de banque en ligne, etc. Et cette plateforme ouvre de plus en plus à tous les domaines, la santé, les transports, etc. Et donc c'est un bon moyen, je pense, de permettre à des collaborateurs en interne de pouvoir approcher petit à petit, facilement. Il y a un côté gamification où on est un petit avatar et donc on suit des étapes, il y a des petits défis. Voilà, on apprend le numérique en jouant, on peut se tromper, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et voilà, encore une fois, c'est un outil gratuit en ligne qui peut être vraiment une très bonne ressource, je pense, au sein d'entreprises qui veulent avoir une action là-dessus. Du côté des décodeuses, Souad, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené donc à lancer cette association, donc un peu son histoire, on va dire, et en quoi donc c'est un projet d'inclusion numérique et peut-être un peu d'insertion professionnelle aussi. Surtout. Bonjour à toutes et à tous. Souad Boutegrabé. Donc moi j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années pour devenir développeuse et ça a été un petit peu compliqué de trouver un premier emploi puisque les entreprises ne comprenaient pas la raison pour laquelle je quittais une dizaine d'années dans un secteur particulier pour devenir développeuse alors que je paraissais junior sur un métier avec 10 années considérées senior dans un autre métier. Donc ça rentrait pas dans la tête des DRH. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver ma place et puis j'ai rejoint une équipe de développeurs. Et une fois que j'ai rejoint une équipe de développeurs puis une autre, j'étais souvent la seule femme. Donc j'ai créé Décodeuse, qui est le féminin pluriel de codeur, pour attirer des femmes à devenir développeuses en reconversion professionnelle. C'est tout à fait possible aujourd'hui d'exercer ce métier. Il y a beaucoup d'emplois. Et les femmes, on ne représente que 14% des développeuses en France. Donc ça signifie qu'on ne fait quasiment rien. Les outils, les produits, les services qu'on propose sont majoritairement faits par des hommes. Donc correspondent plus aux besoins des hommes. Donc il faut absolument attirer beaucoup plus de femmes pour que on ait des produits, des services, des entreprises qui puissent répondre aux besoins de toute la population française. On est présent en région PACA, en région Hauts-de-France, en Île-de-France, et on forme des femmes de quartiers prioritaires. Donc les quartiers prioritaires, c'est les quartiers les plus pauvres en France, vers ces métiers pour une seule raison, c'est qu'avant la formation, elles ont souvent un salaire qui est aux alentours du SMIC. Alors, on ne vit pas du tout avec le SMIC. Et après la formation, donc en un an, elles font un gap de 50% de salaire, voire plus, en étant développeuses juniors. Donc, le constat pour nous, il est simple. Il faut absolument attirer les femmes vers ces métiers parce qu'on est la population la plus pauvre en France. C'est simple. Si on regarde les statistiques, on est majoritairement présente dans les métiers du care. Évidemment, il en faut, mais il faut surtout soit augmenter tous ces salaires, soit faire le choix d'aller vers des métiers qui sont rémunérateurs. Et donc, la programmation informatique
la cybersécurité. Ce sont les deux métiers auxquels on forme. Et ça fonctionne très bien grâce aux entreprises. Clairement, les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de femmes, elles ont besoin de nouveaux profils. Elles se rendent compte que la performance et la diversité, c'est un moyen d'enrichir l'entreprise, tout en étant dans l'inclusion numérique. Parce que jusqu'à présent, ce que faisaient les entreprises, c'était d'aller chercher tout le temps les profils dans les écoles d'ingé. Donc dans les écoles d'ingé, j'espère qu'il n'y a pas d'ingé là, mais c'est bien les écoles d'ingé. Il en faut aussi. Hein. C'est bien les écoles d'ingé, mais c'est quand même des clones. Tout le monde fait la même chose. Alors que si vous prenez d'autres profils, si vous prenez des femmes, si vous prenez des personnes, enfin toutes les minorités de genre ou même les personnes qui viennent de l'étranger, vous allez avoir une diversité de profils qui est beaucoup plus riche. Enfin, on le voit très bien, les entreprises aujourd'hui qui emploient des gens de partout. On le voit dans des grands groupes, Salesforce, Google, AXA aujourd'hui se met aussi à aller chercher d'autres profils. Elles en sont super satisfaites. Donc, on travaille principalement avec les entreprises qui veulent recruter des femmes qui ne sont pas du tout issues d'écoles d'ingé, mais qui ont fait 1 an de reconversion chez des codeuses. Et donc, c'est une formation qui est intensive. Elles souffrent, elles passent leur temps à écrire des lignes de code, mais à l'issue, elles travaillent dans des entreprises dans lesquelles elles sont valorisées, où elles gagnent bien leur vie et où surtout il y a des perspectives d'évolution. Parce que c'est bien de rentrer dans un nouveau métier, de l'exercer, mais c'est aussi très important d'évoluer. Et donc aujourd'hui, le numérique pour nous, c'est le meilleur moyen de mieux gagner sa vie et d'évoluer professionnellement. Donc en quoi nous, on répond à l'inclusion numérique ? Avec les entreprises qui aujourd'hui se tournent vers ces métiers, avec un tissu associatif en France qui est hyper dynamique sur la question de la reconversion, sur la question de la montée en compétences, on est en plein dedans. Il y a quelques années, on n'aurait absolument pas pensé attirer des femmes ou attirer des jeunes qui ne sont pas diplômés d'école d'ingé ou d'école de commerce. Enfin, c'est vraiment là où on est... où on arrive à être puissante avec ces collectifs et les entreprises, c'est que quand on crée cette alliance, tout le monde y gagne, toute la société y gagne. La croissance économique, le travail décent, l'éducation de qualité. Vraiment, on s'inscrit tous dans cette réalisation des objectifs de développement durable et toute la société y gagne. Merci. Vous avez cité un nom d'entreprise, AXA, par exemple, mais vous travaillez avec quel type d'entreprise ? Enfin, c'est qui ? Enfin, c'est quoi ? On va dire les entreprises qui recrutent en fait les personnes qui sortent de vos formations. Et puis, vous avez évoqué effectivement quelques retombées. Enfin, déjà, ne serait-ce qu'effectivement l'égalité femmes-hommes dans le domaine du numérique qui pourrait un peu rééquilibrer les approches en matière de développement. Mais est-ce qu'il y a eu des effets, ou des impacts en fait de l'arrivée de ces femmes dans les entreprises, des choses peut-être auxquelles on ne s'attendait pas ? Alors, on travaille avec des grands groupes. On travaille avec BNP Paribas, AXA, Société Générale, SAP, Salesforce, Google. Enfin, ce sont des entreprises qui peuvent accompagner en interne. Parce que la priorité pour les entreprises, c'est d'avoir de nouveaux profils. Mais de notre côté, notre priorité, c'est de nous assurer que les femmes qui sont formées en 1 an puissent être accompagnées en entreprise, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut du temps, mobiliser les collaborateurs pour les accompagner dans leur montée en compétences. Parce que les compétences techniques, comme tu le disais, c'est en continu, de l'apprentissage continu, ça évolue très rapidement. Donc, on s'adresse principalement à des grands groupes parce qu'ils ont la possibilité de mobiliser des collaborateurs, des collaboratrices en interne qui accompagnent dans la montée en compétences. On a très peu de petites entreprises parce que justement, ils veulent des développeuses seniors qui viennent tout juste de sortir de grands groupes, sauf que ça, c'est pas possible. Et ils veulent surtout des personnes qui sont suffisamment expérimentées pour être autonomes. Nous, on forme à l'autonomie, mais vraiment, c'est quasi impossible aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sortent d'écoles, des écoles alternatives, qui ont 1 an ou 2 d'expérience professionnelle, mais pour les grands groupes, c'est possible. Pour les petites entreprises, c'est pas possible d'aller chercher ces profils, parce qu'il n'y a pas la ressource en interne pour accompagner. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels je pense qu'il faut absolument travailler pour améliorer la montée en compétences dans les petites entreprises. Après, nous, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à transformer, c'est au niveau des directions des ressources humaines,
il y avait toujours cette discrimination qui était quasi systématique des profils en reconversion, parce que justement, ils étaient habitués à regarder uniquement les CV des ingénieurs, des développeurs. Et donc là, dans beaucoup de grands groupes, on a réussi à transformer cette pratique qui est aujourd'hui d'intégrer en fait dans leurs algorithmes des nouveaux profils. C'est tout simple, hein, mais souvent les algos en fait écartaient les mots développeuse. Parce que les hommes qui font en fait... Les hommes qui font le recrutement aussi alors ? En fait, les hommes pratiquent, sans le savoir, de la discrimination. Donc aujourd'hui, on a amélioré en fait évidemment les algos, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est que dans les recrutements aussi, il faut modifier les pratiques. Mais déjà, il y a un gros changement dans ces entreprises, c'est qu'elles vont chercher elles-mêmes des développeuses dans des écoles alternatives, que ce soit... Simplon, Social Builder, il y a vraiment plein de pop schools, je crois, dans la région Grand Est. Il y a plein d'écoles aujourd'hui qui proposent ces profils, et les entreprises sont beaucoup plus ouvertes et accompagnent. Donc nous, alors on n'est pas dans la région, parce qu'il y a déjà plein d'acteurs. Il y a déjà plein d'acteurs. Et peut-être qu'on arrivera, s'il y a de l'emploi, parce que former pour former, ça ne nous intéresse pas. On forme vraiment pour insérer. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises qui aient envie de recruter en face. Et des administrations, j'allais dire. Oui, c'est vrai, on parle d'entreprise, mais... Ah, il y a déjà des questions qui... Ok, je n'ai pas regardé encore. Oui, en Ile-de-France, on a travaillé beaucoup avec Betagouv, et donc des entreprises, enfin des administrations qui avaient besoin de développeurs ou de designers femmes. Donc ça fonctionne très bien. Après, c'est vrai que nous, on est pour du développement local. On crée vraiment des petites structures, des petites antennes pour mieux accompagner chaque femme, parce que c'est quand même... On pourrait imaginer que c'est facile de proposer des formations à des femmes, sauf qu'en fait, il faut lever quand même un certain nombre de freins périphériques. La garde d'enfants, l'accès au logement, c'est aussi compliqué quand on est une femme seule avec des enfants, d'avoir de la disponibilité mentale pour être en formation pendant 1 an. Et puis surtout, nous, on négocie systématiquement, on a des conventions avec les entreprises où il y a une rémunération qui est supérieure, qui est quasiment l'équivalent de celle des écoles d'ingé. C'est qu'en stage, on va avoir quelqu'un qui sort d'une école d'ingé et qui va avoir un stage à 1 500 € de gratification mensuelle. Et finalement, systématiquement, les entreprises proposaient les gratifications vraiment minimales. Je crois que c'était à peu près 600 € par mois lorsqu'on ne venait pas d'école d'ingé. Et ça, avec Decodo, c'est hors de question. Vous êtes prêt à payer 1 500 € par mois un jeune d'école d'ingé, vous allez payer aussi 1 500 € une femme en reconversion qui va faire exactement le même métier. Donc c'est aussi ça de participer à l'émancipation économique des femmes, proposer des salaires décents une fois qu'on est dans une entreprise qui vient nous accueillir. Donc dans les administrations, on a très envie de travailler évidemment avec les administrations, mais simplement, là aussi c'est en masse, et je pense qu'il faut cultiver les coopérations. Il faut qu'on travaille en consortium avec d'autres structures, parce que dans la région, il y a déjà plein de structures, et je crois qu'il y a moins de 20% il y a moins de 20% de candidatures de femmes. Donc ça veut dire qu'il faut aussi s'adresser directement aux femmes quand on veut former des femmes dans ces métiers-là. Et nous, on a choisi de ne former que des femmes, parce que tout simplement, quand on s'adresse uniquement à des femmes, on a une centaine de candidatures pour 30 places. Et quand on s'adresse à hommes et femmes, on a une centaine de candidatures d'hommes et très peu de femmes. Donc, c'est aussi pour la raison pour laquelle on forme que des femmes. Merci. Alors, ça, il y a une question dans la salle, donc j'en profite pour rebondir et vous rappeler que vous pouvez donc aussi poser vos questions en ligne, donc soit sur Klaxoon, soit sur la plateforme WeShare. Voilà, donc n'hésitez pas, et on prendra donc toutes ces questions-là à la fin. On a beaucoup parlé effectivement donc, de l'inclusion numérique au sein des équipes ou en matière de recrutement, comment effectivement donc, on fait monter en compétences toutes ces personnes. Ici maintenant, on s'intéressait aux clients des entreprises, puisque eux aussi en fait, ils sont parfois en difficulté par rapport au numérique. Et donc, comment on rend accessible, on va dire, ces services en ligne pour ces clients.
Là, je me retourne peut-être vers Sandrine Quintiliani. Donc pour les personnes éloignées du numérique, vous avez, je crois, développé des solutions qui permettent de faciliter un accès, enfin, en tout cas de proposer un accès alternatif à votre offre de service. Oui, alors effectivement, à la SNCF comme ailleurs, nos clients utilisent de plus en plus la voie digitale pour acheter, pour s'informer, mais tout le monde n'est pas né avec une souris ou un smartphone dans la main, donc il faut accompagner les gens qui ne peuvent pas naturellement ou qui ne vont pas naturellement vers ces solutions. Alors on a différentes solutions qu'on déploie sur le territoire. Alors déjà, on met en place des stands digitaux dans certaines gares, alors soit sur des grosses gares, soit à des moments un peu spécifiques comme la rentrée scolaire où il y a un afflux de nouveaux clients notamment avec les nouveaux étudiants qui arrivent. Et du coup, ce stand, l'objectif, c'est de guider vraiment les clients dans l'utilisation des outils digitaux pour acheter leurs billets, pour contractualiser un abonnement ou encore pour mettre en place des notifications sur leur trajet pour être informés en temps réel. C'est quelque chose qui marche bien, qui est assez apprécié. On a aussi des tournées qui se font dans les trains, alors pas spécifiquement sur la question digitale, mais plus pour échanger avec les clients sur leurs points de satisfaction, les points d'amélioration. Donc c'est aussi l'occasion de les épauler un petit peu sur ces outils-là. Ensuite, on a des expérimentations qui se font au fil de l'eau. Alors, il y a déjà, effectivement, il y a plus, comme les gens utilisent de moins en moins, utilisent de plus en plus le digital, il y a des gares où il n'y a plus de guichets ou alors où les guichets sont fermés sur des amplitudes horaires, ouverts un jour par semaine, par exemple. Donc, on contractualise aussi avec des commerces de proximité, comme des tabacs, par exemple, pour que ces tabacs puissent vendre des titres, soit des billets, soit des abonnements. Et puis, on a des expérimentations. Alors, en Lorraine, par exemple, du côté de Rémy, on a les maires de certaines communautés de communes qui ont souhaité que les agents des maisons France Service soient formés à la vente de billets et d'abonnements de train. On a aussi, plutôt du côté de Nancy, cette fois-ci, notre expérimentation. On a une association avec laquelle on travaille pour faire des tournées de médiation dans les trains. Donc la médiation, c'est plutôt pour réduire l'incivilité civile dans les trains, dans les gares. Mais du coup, ces médiateurs sont formés aussi pour accompagner les agents dans le digital. Donc c'est enrichissant pour eux parce que ils font pas... Leur mission, qui était un peu la mission de gendarme, devient plus complète et plus enrichissante. Et puis c'est bien pour les clients puisqu'ils ont la possibilité d'avoir quelqu'un en face qui leur explique les choses. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Voilà, donc en gros les différentes pistes qu'on a en externe. Ok, oui, alors c'est vrai que le numérique est souvent vécu par les gens comme une déshumanisation en fait, des services. Donc c'est intéressant effectivement de proposer ces alternatives où on remet donc de l'humain en face des clients. Thomas, en fait, toi tu précisais effectivement au début de ton intervention que il fallait réunir différentes composantes pour utiliser le numérique, et une de ces composantes, c'est aussi le matériel. Peut-être peux-tu évoquer l'initiative d'Emmaüs Connect, lacollecte.tech. Exactement, alors je reprends ma casquette en tant que responsable régional. Ça va, pas trop schizophrène Emmaüs Connect. En Grand Est, là, on a mené une étude très récemment avec le soutien de la région Grand Est qui est présent dans la salle, de l'ADEME. On a mené une étude qui a montré que rien que dans le Grand Est, chaque année, il y a plus de 300 000 ordinateurs qui sont, on dit, mis au rebut. Donc, ils sont un peu délaissés, soit parce qu'ils sont trop obsolètes, soit parce qu'ils sont cassés, soit parce qu'ils sont amortis comptablement, soit parce qu'ils sont plus assez performants pour les utilisations qu'on a. Tout ça, rien que dans les entreprises et les administrations du Grand Est, chaque année. Et de l'autre côté, on a plus de 200 000 personnes qui ont besoin d'un ordinateur, en l'occurrence, et qui ont moins de 200 € pour s'équiper. Du coup, là, on se dit, c'est quand même dommage. Il y a des tonnes d'ordi qui dorment dans les placards, ou qu'on pourrait peut-être bidouiller et avec 3 ordi en refaire un, et puis le remettre à disposition de personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas trop accès, ou qui ont besoin d'avoir accès à des tarifs solidaires. Et donc, c'est avec cette intuition-là que cette étude a confirmé qu'on a lancé le programme qui s'appelle lacollecte.tech. Pareil, vous pouvez aller faire un tour sur le site si vous voulez. Lacollecte.tech, c'est un ensemble d'acteurs. Alors, Emmaüs Connect, on porte
ce programme, mais avec des appuis institutionnels de collectivités, avec des reconditionneurs qui sont des structures d'insertion qui reconditionnent, revalorisent tout ce matériel, et puis avec ce qu'on appelle des relais numériques qui distribuent le matériel à tarif solidaire aux personnes en précarité sociale. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ces flottes qui dorment dans les placards. Donc si dans vos entreprises ou dans les entreprises que vous connaissez, dans votre famille, vos amis, etc., ils se disent tiens, j'ai 20 PC ou des smartphones, des tablettes qui traînent, je sais pas trop quoi en faire, dites-leur allez sur la collecte.tech, il y a un petit bouton, proposez un don. Ça prend 2 minutes de remplir un petit formulaire. Je suis venu d'ailleurs aujourd'hui avec Arthur Aubray qui est le chef de projet sur tout ce sujet. Et donc si vous avez des questions, des envies, n'hésitez pas à le solliciter à la fin. Et on récupère du coup ces gisements, ces ordi, cet équipement qui traîne. Comme je le disais, on le fait reconditionner avec auprès de structures d'insertion. Il y a plusieurs structures là sur l'ensemble du Grand Est et on essaye de mailler le territoire au maximum pour avoir aussi un enjeu de circuit court. Et une fois que le matériel est à nouveau, on lui a donné cette seconde vie, ou peut-être parfois c'est la troisième vie, il y a évidemment c'est tout un process de traçabilité, d'effacement de données, de vérification de la batterie, de l'écran. Il y a évidemment aussi une garantie, un SAV sur tout ça. Et ben on le redistribue donc aux personnes en situation de précarité. Pour vous donner une idée, on a différentes gammes, mais pour les ordinateurs qu'on dit de catégorie A, des PC portables, c'est-à-dire avec 8 Go de RAM, un disque dur SSD d'au moins 256 Go, un processeur qui tient la route pour des usages actuels et assez poussés, pas que de la bureautique. On propose ça à 150 €, qui est dans le commerce neuf, c'est plutôt, si je me trompe pas, 600-800 €. Dans le commerce traditionnel du reconditionné, on entendait tout à l'heure évoquer back market, c'est plutôt autour de 350-500 €. Là, on est vraiment à des prix beaucoup plus accessibles pour permettre à ces personnes en difficulté de s'équiper. Et je me permets de revenir aussi sur la première, sur l'introduction. On évoquait les compétences. Voilà, une fois que ces personnes sont équipées, comment on les accompagne sur les compétences et comment on peut faire ça en entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus d'organismes de formation proposent ce type de formation pour vos salariés, pour vos collaborateurs. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre OPCO pour savoir ce qui existe. Pour les TPE, il y a différents programmes qui existent. Et je pense, Sandrine, tu peux en toucher un mot, mais je crois que la CCI, en tout cas en Alsace, propose ce type d'accompagnement. Et puis bientôt, EBES, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas encore le cas, mais on aura un programme dédié spécifiquement aux entreprises qui souhaitent agir sur les compétences numériques de leurs collaborateurs. Il y a évidemment un intérêt en interne pour que les collaborateurs soient plus à l'aise, peut-être plus performants dans les missions qui leur sont données. Ça permet aussi de réduire le risque de cybersécurité, etc. Un collaborateur qui est plus à l'aise, il ne va pas cliquer n'importe comment s'il a été sensibilisé sur les enjeux de la sécurité en ligne. Également sur peut-être le chiffre d'affaires. Alors on n'a pas les chiffres pour l'électronisme. Et je vous parlais tout à l'heure, je faisais le parallèle avec l'illettrisme. Il y a une étude de la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui a montré que donner accès à la lecture, etc., à la maîtrise de la lecture du calcul aux personnes, aux collaborateurs, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires de 3,5 à 5%, ce qui n'est pas rien. Et on peut imaginer que sur les compétences numériques, il y a des choses un peu similaires qui se passent. Donc ouais, il y a évidemment des bénéfices pour l'entreprise en interne, et puis surtout sociétalement. Je veux dire, on en parlait ce matin, cultiver les coopérations. Former un salarié, c'est quelqu'un qui, en tant que citoyen, va aussi être à l'aise dans son quotidien sur ces enjeux numériques, et inversement. Nous, association, on ne forme pas des salariés, on forme des usagers, des habitants, des habitantes. Et ça va aussi leur servir dans leur job ou pour retrouver un job. Voilà, il faut mutualiser ces efforts-là pour qu'on arrive plus loin ensemble, quoi. Oui, on est vraiment dans une démarche d'écosystème où effectivement chacun a son rôle à jouer, à apporter sa petite pierre à l'édifice pour qu'on monte tous en compétences en fait et qu'on sache mieux utiliser effectivement tous les services numériques qui nous sont proposés. Bon, on sait par exemple aujourd'hui évidemment que à cause du numérique, il y a certaines personnes qui renoncent effectivement à accéder à leurs droits, enfin qui renoncent ou en tout cas qui sont dans l'impossibilité d'y accéder. Je pense qu'effectivement c'est un peu pareil au niveau des entreprises privées. Il y a sans doute certaines personnes qui renoncent à acheter simplement parce qu'elles ne veulent pas effectivement faire cet achat en ligne. Alors, j'ai
j'ai pas de chiffres en tête, mais en tout cas, je pense qu'on peut faire le parallèle assez facilement. Donc voilà, donc clairement, effectivement, on a tous intérêt à se mobiliser pour cette cause. Et puisque justement, on a tous intérêt à se mobiliser pour cette cause, je vous propose de passer donc à la deuxième partie de cette table ronde, qui est en fait de vous donner envie aussi de vous mettre en action, voilà, de passer à l'acte et de vous engager en tant qu'entreprise donc pour améliorer cette situation. Il y a donc comment en fait donc chacun d'entre vous pourrait donner envie qu'on me donne l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Et comment donc vous pourriez donner envie, ou en tout cas donner des idées aux entreprises qui souhaiteraient s'engager. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Je me tourne d'abord peut-être vers Sandrine sur un exemple en fait de mécénat de compétences qui a été mis en place par la SNCF. Oui, alors effectivement, la SNCF, on a une fondation et la lutte contre l'électronisme et l'insertion par la formation numérique font partie des priorités de cette fondation. Donc ça se traduit par exemple par des opérations de mécénat de compétences. Donc du mécénat de compétences, c'est quoi? C'est les salariés peuvent travailler quelques heures sur leur temps de travail, contribuer à travailler pour une association, donc pour une cause qui leur tient à cœur et mettre leurs compétences au service de cette association. Donc c'est le cas notamment avec Emmaüs Connect, voilà, le hasard fait bien les choses, où du coup, en Grand Est par exemple, on a un partenariat avec Emmaüs Connect Strasbourg, où les agents qu'ils souhaitent peuvent mettre quelques heures à contribution pour assurer des permanences connectées à l'association de Strasbourg. Donc ça c'est un des exemples de ce qu'on fait. Après on a d'autres moyens, hein. Toutes les entreprises peuvent aussi contribuer à une taxe d'apprentissage qu'elles doivent verser pour certaines écoles. Nous on a choisi notamment de contribuer à la taxe d'apprentissage de 2 écoles qui sont à Mulhouse, qui sont au kilomètre 0 à Mulhouse. Donc il y a la ligne numérique d'une part et puis l'école 42 d'autre part. Donc voilà, c'est aussi une façon de soutenir cette formation, cette inclusion numérique. Et puis on a d'autres leviers. Alors par exemple, on a une opération qui s'appelle la Grande Collecte, qui recoupe un petit peu, qui reprend un petit peu ce que vous faites aussi. En fait, en 2019, on s'est retrouvé avec un parc informatique à renouveler de façon importante parce qu'on passait de Windows 7 à Windows 10, peu importe. Et du coup, on a décidé de travailler avec un acteur du travail aidé, donc qui fait travailler des personnes handicapées, qui s'appelle Oline, qui est en Occitanie, et du coup qui retraite nos ordinateurs. Donc ça leur a permis de créer 14 postes de personnes handicapées. Ces ordinateurs sont ensuite revendus dans un circuit circulaire, d'économie circulaire de All-in. Donc ça permet d'une part de ne pas jeter des ordinateurs, donc côté développement durable, c'est vertueux. Et puis ça permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel neuf de s'équiper. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur tous ces postes revendus, retraités par All-in, il y a 10 centimes, je crois. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, 10 centimes par poste qui sont reversés à Emmaüs Connect. Et puis, tous les bénéfices sont reversés à des associations, donc soit qui œuvrent sur le domaine de la transition écologique, soit sur l'inclusion numérique. Donc là, par exemple, l'an passé, en Alsace, c'est Alsace Nature qui a bénéficié de 5 000 € sur ce cas. Donc je crois qu'il y a 45 000 ordinateurs au niveau national, hein, bien sûr, qui ont été traités par cette démarche-là. Voilà. D'accord, merci. Du côté des décodeuses aussi, finalement, il y a quand même un engagement des entreprises. On parlait de certaines entreprises qui recrutaient les femmes que vous formez. Cet engagement, il prend quelle forme? Il y a un soutien financier qui existe? Oui, tout à fait. Il y a un soutien financier, mais il y a surtout un soutien par le mécénat de compétences. Donc, globalement, ce qu'on demande aux entreprises qui travaillent avec décodeuses, c'est d'apporter du mécénat de compétences techniques, donc la découverte, l'initiation de langage ou de logiciels par les collaborateurs, ou des compétences non techniques, parce que les femmes qui candidatent chez nous connaissent pas du tout cet univers, ont besoin de le découvrir, de comprendre les codes, aussi de travailler sur la confiance en soi, sur la légitimité. Enfin, donc il y a des ressources humaines, par exemple, qui viennent faire des simulations d'entretien, travailler sur la confiance, comment se présenter, comment valoriser son parcours, comment négocier son salaire, comment évoluer, etc. Donc vraiment, les entreprises, elles donnent beaucoup de temps. Moi, je dirais peut-être que j'imagine que le public est adhérent d'initiatives durables, et donc j'imagine que
il y a une volonté de faire des actions, qu'elles soient petites ou pas, hein, mais moi je trouve que quand on regarde les 17 objectifs de développement durable, il y a forcément quelque chose qui correspond à l'ADN de l'entreprise. Ça peut être travailler sur les inégalités hommes-femmes. On peut regarder, par exemple, s'il y a des inégalités de salaire pour des compétences égales. On peut regarder aussi s'il y a du mécénat de compétences possible en direction de, je sais pas, des jeunes. Ça peut être aussi de proposer son équipement quand on va changer son parc informatique. Mais ça peut aussi être proposer du temps à des organisations comme Emmaüs. On a forcément quelque chose à proposer. Ça peut aussi être de transformer être un petit peu plus green IT, voir si on est dans une démarche environnementale de plus en plus engagée. Ça peut être aussi d'améliorer la façon dont on recrute ses collaborateurs ou collaboratrices. Enfin voilà, il y a toujours un moyen très très simple en regardant les objectifs de développement durable et savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer d'ici 2030. Donc moi je trouve que c'est vraiment un guide très simple et qu'on peut s'approprier facilement. Okay. Oui, alors c'est vrai que l'inclusion numérique fait pleinement partie de la RSE, hein, donc une entreprise peut tout à fait intégrer cela dans sa démarche RSE. On parlait en fait tout à l'heure, en tout cas Thomas, toi tu as évoqué la question des TPE. C'est vrai qu'il y a une petite spécificité de ces entreprises qui souvent ont peu de moyens, peu de salariés, souvent c'est une personne, 2 personnes, et souvent effectivement des personnes qui se lancent dans des activités sans forcément avoir les compétences numériques qui vont leur permettre de vendre entre guillemets ou de développer leur activité. Et c'est vrai qu'il y a un dispositif qui existe sur l'Eurométropole de Strasbourg qui s'appelle le coup de pouce numérique, qui est un dispositif partenarial porté par la Cybergrange, la CCI Alsace Eurométropole, la Chambre de métiers d'Alsace et donc l'Eurométropole de Strasbourg, avec le soutien de la Banque des Territoires, il faut quand même le mentionner. Donc ce coup de pouce numérique qui permet donc aux TPE de pouvoir découvrir entre guillemets les compétences de base du numérique qui vont les aider sur le plan professionnel, hein. Puisqu'on le disait, il y a des gens qui maîtrisent tout à fait bien l'usage des réseaux sociaux, mais à titre personnel, en fait utiliser les réseaux sociaux sur le plan professionnel, c'est pas tout à fait pareil, et donc c'est bien de se faire accompagner en fait sur ce sujet-là par des gens qui justement sauront vous donner toutes les clés pour découvrir les bonnes pratiques, on va dire, dans ce domaine-là. Voilà, donc il y a ce dispositif qu'on peut citer. Peut-être, je ne sais pas si dans la salle, il y a certaines personnes qui veulent aussi réagir ou prendre la parole, parce que là, par exemple, sur ma feuille, je vois marqué « Centre de culture numérique ». Alors, comme par hasard, il y a quelqu'un dans la salle du Centre de culture numérique. Est-ce que Audrey, tu souhaites, parce que finalement, voilà, vous proposez aussi plein de ressources pour monter en compétence en fait, sur ces questions du numérique. Est-ce que tu veux en dire un mot ? Alors du coup, Audrey, il faut que tu te déplaces alors. Voilà, bonjour. Alors le Centre de culture numérique, c'est un espace qui est basé sur le campus de l'université, campus Esplanade, qui existe depuis plus de 10 ans. Là, on a fêté nos 10 ans. Et en fait, on offre tout un panel de formations, d'ateliers autour du numérique, autour de la sensibilisation. On organise aussi des conférences, à peu près une tous les mois. Le but, c'est qu'on est vraiment grand public. Là, on fait pas, voilà, on a maths informatique en face, qui forme les étudiants. Nous, on est vraiment sur la sensibilisation. Alors, on a des formations autour du numérique et de l'écologie, protection des données personnelles, des applis, comment consommer mieux avec des applications. Voilà. Donc, j'ai plein de programmes là-bas sur le stand de l'université voilà. dans le hall. Vous pourrez le retrouver. J'en ai aussi là. Je peux vous en donner. Notre prochaine conférence qu'on a mardi prochain, c'est sur l'impact du Covid sur le télétravail. Voilà, ce genre de sujet qu'on aborde, sur l'intelligence artificielle. On essaye à chaque fois de trouver un peu toutes les problématiques qu'on voit apparaître et essayer de trouver des intervenants, des chercheurs qui nous parlent de ces sujets-là. Et c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc aux gens de l'université ou aux extérieurs, on a des choses en ligne, en présentiel. C'est ouvert à tout le monde.
Merci beaucoup Audrey. Oui, effectivement, c'est important de rappeler que c'est ouvert à tous. Donc voilà, effectivement, vous êtes dans une entreprise, vous avez envie de découvrir certains sujets et le programme est effectivement très riche. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Merci Audrey. Alors, on a des questions. Donc on va peut-être passer aux questions. Alors une première question qui s'adresse à tous. Quels sont les bénéfices économiques et sociaux concrets qui ont pu être observés avec ces engagements? Est-ce que quelqu'un a des chiffres et des statistiques? C'est vrai qu'on a parlé, enfin il y a certains chiffres qui ont été cités ou certaines études qui ont pu être citées. Est-ce qu'on a vraiment des éléments concrets qui nous indiquent un bénéfice économique et social? Voilà, finalement une analyse d'impact de ces actions. Est-ce qu'on sait ça? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? À ma connaissance, on n'a pas encore ces chiffres-là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'observatoire national ou régional de l'inclusion numérique. Je crois que ça n'existe pas encore. Mais ça va venir bientôt. Comme je disais, c'est un sujet encore trop neuf. Ça va bientôt venir, je pense. Nous, pour information, on a déjà mené une analyse d'impact à l'échelle des Maïs Connect auprès des partenaires et des personnes qu'on accompagne. Et les bénéfices sont multiples. Hein, vraiment, je ne vais pas rentrer dans trop de détails maintenant, mais sont multiples dans tous les aspects de la vie économique, sur le gain de pouvoir d'achat, en termes de lien social, en termes de reprise de confiance en soi, en termes de découverte, d'accès à des nouveaux services, etc. Voilà, il y avait une étude en Angleterre, voilà, c'est le chiffre que je peux citer, une étude en Angleterre qui a été menée, je crois, il y a 3 ans, qui montrait qu'une personne qui a ce bagage numérique minimum a un gain, plutôt une réduction de ses dépenses au quotidien, en parlant de logement, de transport, voyage, etc., de 1600 livres par an. Ce qui est vraiment pas rien, juste parce qu'elle a accès au numérique pour avoir accès à des bons plans, parce que peut-être si elle veut voyager, un billet d'avion c'est moins cher si on l'achète en ligne que si on l'achète en agence de voyage, pour avoir accès à des plateformes type peut-être Le Bon Coin, Label Emmaüs, etc. Voilà, bon, il n'y a pas Label Emmaüs en Angleterre. On a dit. Voilà, c'est les sites, le chiffre que j'avais en tête. Nous, ce qu'on peut dire chez Décodeuse, c'est que concrètement, on travaille pour l'émancipation économique des femmes. Donc, on peut parler de l'augmentation des salaires. C'est vraiment le meilleur indicateur qu'on puisse donner parce que, je vous le disais tout à l'heure, quand on passe du SMIC à le double de ce qu'on gagnait en un an, directement, une femme qui améliore sa condition économique, elle améliore aussi la vie de ses enfants, meilleur logement, meilleur équipement. Là, on avait observé chez certaines décodeuses qui n'avaient pas d'équipement. Donc nous, en fait, on va chercher chaque année une centaine de PC auprès des entreprises. Donc c'est PC de seconde main, mais qui fonctionnent très bien, puisque les entreprises, elles achètent encore tout le temps les derniers PC neufs. Donc, nous, on récupère les PC, on les offre aux décodeuses et ensuite, quand elles ont terminé la formation, ça sert à leurs enfants. Ça leur a beaucoup servi, par exemple, durant la continuité pédagogique durant le Covid. Ça a été super pour les enfants parce que y en a plein qui n'avaient pas d'équipement à la maison. Donc le meilleur salaire, meilleur logement, l'accès aussi à des loisirs et puis la réduction de plein de choses qui sont peut-être pas, on les imagine pas parce qu'on n'est pas confronté à ça, mais rien que les transports en commun, le fait que vous ayez accès à plein de choses chez vous, mais ça vous fait gagner tellement de temps et d'argent dans les transports. Que ce soit pour les rendez-vous médicaux pour les enfants, les rendez-vous sociaux. Enfin, vraiment, c'est un gain direct quand on a accès au numérique à la maison. Et puis, nous, ce qu'on veut vraiment chez Décodeuse, c'est d'envoyer un maximum de femmes vers ces métiers. La cybersécurité, il n'y a pas de chômage. Et il y a 200 000 emplois en France à pourvoir d'ici 2025. C'est énorme. Et on n'est que 6% de femmes dans la cybersécurité. Il y a tellement de demandes, les salaires sont beaucoup plus importants quand on démarre, et ça nécessite pas de sortir encore une fois d'école d'ingé. J'ai rien contre les écoles d'ingé. On ne veut pas stigmatiser les ingénieurs. Hein. Moi, je décline en tout cas toute responsabilité. Non, mais en tout cas, il y a vraiment la possibilité de mieux gagner sa vie. Et donc nous, nos indicateurs, c'est ça, c'est meilleur salaire. C'est meilleur logement, meilleures conditions de vie pour la famille. Donc ça, ce sont des bénéfices sociaux et économiques qui sont concrets.
Okay. En tout cas, on peut encourager les femmes effectivement à se diriger vers ces filières qui sont porteuses. Voilà. Parlez à vos enfants, vos sœurs, vos cousines, vos sœurs, vos femmes, vos amis, vos maîtresses, tout le monde sera. Voilà, vraiment, vous voyez, on fait pas de distinction. Il y a une autre question en fait pour vous, Souad. On a parlé des impacts sociaux finalement de cette démarche. Et il y a quelqu'un qui pose la question de savoir s'il y a eu des impacts environnementaux dans les entreprises. Alors, je ne sais pas si les femmes du coup portent plus ces enjeux-là ou voilà, est-ce que vous avez vu des effets dans ce domaine? Elle est marrante cette question parce que rapport aux hommes, voilà, des bénéfices environnementaux, moi j'en ai pas, à ma connaissance j'en ai pas, mais en revanche, ce qui revient souvent de la part des équipes techniques qui accueillent des femmes, c'est que les femmes apportent une vision qui est beaucoup plus, comment dire, tech for good, quoi. Vraiment, on essaie de tirer le meilleur, on essaie de bien faire les choses, on essaie d'inclure tout le monde, de travailler ou de manière plus ouverte. Donc, c'est des bénéfices plutôt psychologiques, mais environnementaux, pour le moment, comme ça fait 5 ans qu'on existe, nous, on n'a pas encore de bénéfices, on n'en observe pas encore. Mais c'est clair que c'est un sujet qui doit être super important, qui doit être pris dès maintenant, parce que on parlait d'empreinte carbone tout à l'heure. Bon, il y a les entreprises, elles ont encore beaucoup à faire là-dedans, et il n'y a pas suffisamment de gens qui sont sensibilisés aux bénéfices environnementaux dans le numérique. Et je crois même que, je ne sais pas si vous avez vu l'article, mais les députés devaient être sensibilisés, ils devaient faire 20 heures sur ce sujet-là, et ils ont tous séché quasiment. Donc on a vraiment du travail à faire sur ce sujet. Hein. Ok, bon bah alors donc voilà, affaire à suivre pour savoir si effectivement si ces impacts environnementaux donc sont visibles. Une question en fait pour Thomas, mais peut-être les autres peuvent aussi répondre à cette question. Quels sont les objectifs visés en matière d'inclusion numérique au niveau de l'entreprise? Enfin, ce serait quoi comment on pourrait résumer ça? Mais du coup, je pense que chacun d'entre vous peut répondre. Ouais, qu'est-ce qu'on peut rechercher en tout cas en tant qu'entreprise, voilà, comme objectif si on se lance dans cette démarche? On l'a déjà évoqué à différents moments, mais peut-être si on revient à la RSE, qui est aujourd'hui un enjeu important et qui peut, voilà, qui a besoin, qui cherche à être valorisé, etc. En termes de RSE, vraiment sur ces enjeux d'inclusion numérique, il y a des impacts assez rapides et pour le coup mesurables. Je reviens sur cette histoire de matériel et du coup d'impact environnemental. Le numérique, on entend beaucoup parler aujourd'hui de sobriété énergétique, sobriété numérique aussi, et c'est très bien, c'est important. Juste à avoir en tête que l'impact carbone du numérique, 80%, c'est la fabrication des terminaux. Et c'est pas, ou en tout cas c'est pas majoritairement les mails qu'on va trier ou qu'on va stocker. On peut le faire, c'est bien, mais je veux dire, ça c'est vraiment à la marge. Avant tout, il faut allonger la durée de vie de nos équipements. Il faut éviter d'avoir 3 écrans si en fait un PC portable et peut-être un smartphone ça suffit. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc là, encore une fois, hein, l'action qu'on propose avec la collecte.tech et d'autant plus aujourd'hui, ça tombe très bien, c'est une coïncidence. Mais figurez-vous on lance un appel aux dons massif au niveau national, mais notamment au Grand Est. Je crois que ça va sortir sur les réseaux sociaux, la presse, etc. à 14h. Tenez-vous prêts. Appel aux dons. Soyez les premiers à donner. À donner, et puis surtout, si vous pouvez pas donner, à relayer l'info. Ça peut être sympa pour que ça prenne de l'ampleur. Voilà. Récupérons ce matériel pour lui donner une seconde vie. Là, il y a un vrai impact environnemental. Bon, il nous reste très peu de minutes. Il y a encore une toute dernière question. C'est vrai qu'on parle beaucoup bien sûr du don des ordinateurs, mais est-ce qu'il y a d'autres types de matériel en fait qui sont récupérés? Là, on cite par exemple les batteries, les alimentations, les cartes graphiques, mais peut-être aussi les smartphones, les tablettes et je ne sais quoi d'autres. Alors, dans le cadre de la collecte.tech, on récupère en particulier du matériel qui est encore fonctionnel. On n'est pas une déchetterie, ça faut bien le préciser, du matériel qui est encore fonctionnel et qui est portatile. Des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes. Pourquoi? Notamment parce que les publics qui ont besoin d'être équipés, leur demande, c'est sur ce type de matériel. Ça intéresse de moins en moins de gens aujourd'hui d'avoir un ordinateur fixe qui prend beaucoup plus de place, qui est évidemment pas transportable, etc.
Cela dit, il y a un enjeu environnemental sur tout ce type de matériel, et puis parfois on peut faire encore une fois du 3 en 1 pour le dire rapidement. Donc pour des entreprises, des administrations, des institutions qui ont ce type de matériel, on inclut dedans peut-être des imprimantes, scanners, ce genre de choses. On peut effectivement récupérer ça et avec les reconditionneurs avec lesquels on travaille, on peut revaloriser ou juste simplement recycler, démanteler dans les normes qu'il faut si on ne peut pas le donner une seconde vie en l'état. Ok, donc en tout cas, il ne faut pas hésiter à sortir tous ces matériels de façon indistincte des placards. A priori, on trouvera toujours quelque chose à en faire. Je précise juste que du matériel non fonctionnel, cassé ou vraiment trop obsolète, comme dit, c'est du déchet, c'est ce qu'on appelle les D3E. Et tout ça, alors des encombrants et des 3, c'est vraiment pour l'électronique, l'électroménager, et ça coûte ça. Donc il faut pas se dire je donne ça à Emmaüs, comme ça je m'en débarrasse. Non, c'est un coût qui est pour l'entreprise. On peut vous accompagner là-dessus. Il y a différents acteurs, notamment les éco-organismes qui travaillent là-dessus. Mais voilà, nous on cherche avant tout à récupérer du matériel qui peut être revalorisé facilement. Merci beaucoup. Bon, comme il nous reste encore 1 ou 2 minutes, est-ce qu'il y a une question dans la salle ou un témoignage? Est-ce que quelqu'un veut peut-être témoigner d'une initiative qu'il mène? Alors, si vous pouvez vous approcher pour bénéficier du micro, ce serait super. Et vous présenter aussi, s'il vous plaît. Oui, donc je suis Bernard Pierret. Donc moi, j'ai fait une reconversion il y a un peu plus d'une dizaine d'années. D'ailleurs, Sandrine me connaît. Je ne sais pas si elle se souvient de moi. Moi, je la connais. Voilà. Donc, je suis en charge pour la structure qui s'appelle Éco-Conseil, qui fait une formation que certains d'entre vous connaissent peut-être sur le développement durable au sens très très large. Et en fait, donc depuis quelques années, est organisé de la façon suivante. Des personnes qui sont d'anciens éco-conseillers coordonnent des modules. Et donc moi, je suis en charge d'un module qui s'appelle numérique et éco-citoyenneté. Donc j'ai associé les deux un peu volontairement, voire même en ajoutant aussi à ça une dimension un peu critique sur la technique, finalement, sur ce que nous apporte la technique, sur la façon d'aller peut-être vers des réflexions aussi un peu low-tech ou ce genre de choses. Voilà, donc je suis ouvert aussi à la recherche d'intervenants, pourquoi pas. Donc je pense évidemment que vous auriez peut-être votre place. Évidemment, il n'y a pas un nombre d'interventions important, mais en tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus. Et puis pour les autres qui ne connaissent pas Éco-Conseil, peuvent aussi venir me voir et je leur expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est que cette conversion. Donc c'est... Moi, je suis un vilain ingénieur, mâle. Ah mince. On va terminer là-dessus, du coup. Hein. Voilà. Non, mais en tout cas, j'ai fait une reconversion assez drastique, puisque aujourd'hui, je travaille aussi dans une association autour de l'agroécologie, donc ça n'a plus grand-chose à voir, encore que, puisque moi, je vois cette chose-là comme une vision... transversale de la société, et quand on commence à s'intéresser au principe de permaculture par exemple, forcément on commence à faire des liens avec tous les sujets puisque on est dans des approches très transversales. Donc voilà, c'est alors aussi un petit clin d'œil par rapport à ce que disait Swad tout à l'heure. C'est vrai que alors on peut dire que les écoles d'ingénieurs formatent, mais en fait les gens chez qui on va faire du développement, et je suis bien placé pour le savoir puisque mon fils fait aussi du développement dans le milieu bancaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on développe comme code? Donc l'esprit critique, c'est aussi se dire finalement, quand on va développer des choses, oui, il y aurait plein de développements intéressants à faire sur plein de sujets, mais en fait la question aussi qu'on peut se poser de façon plus large, c'est finalement pour aller développer quoi? Et à quoi sert ce code? À qui sert ce code finalement? Alors effectivement, il peut être féminisé d'une certaine façon. Est-ce que ça existe du code féminin finalement? Est-ce que ça infléchit les choses? Je suis pas sûr, parce qu'effectivement il y a aussi une tradition dans ce monde-là qui fait qu'on est de toute façon un petit peu formaté par les gens qui nous emploient. Ça, c'est assez inévitable. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une très belle initiative. Et puis, merci pour ce sujet qui m'intéresse. Merci beaucoup. En tout cas, je suis désolée. En fait, on nous demande d'arrêter cette session. La première programmeuse était une femme. Oui, voilà, bon, alors on va terminer là-dessus aussi. Donc, en tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans ces initiatives, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à vous rapprocher de nous. Vous verrez qu'il y a déjà tout un écosystème existant qui peut vous accompagner. Merci beaucoup et merci à nos intervenants pour leur témoignage.